tous, bienvenue dans Red Sauce, c'est l'épisode 7 et là je suis avec mon frère Odiglo. Salut frérot. Salut frérot, comment tu vas? Je veux bien et toi? Tranquillement, hein. On va commencer direct. Est-ce que tu peux te présenter? Bah moi je me présente, moi c'est Diglo, je viens d'avoir mes 28 ans, je suis un producteur de musique et à côté je fais de la restauration, j'ai un restaurant et je développe pas mal d'activités dans le secteur de la musique. D'accord. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux raconter comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés dans un événement de Flo Pambou, d'ailleurs C'est ça. que je passe le Dédicace à bonjour. lui d'ailleurs. Et, et je me rappelle, on était à un événement ensemble et après on s'est connecté à la fin. On s'est connecté sur Instagram. C'est ça, Et ouais. depuis, on est resté. Je suis tes stories, tu suis mes C'est stories. ça. On s'envoie On souvent de reste la force. branché On toujours. s'envoie souvent de la force. Tu m'envoies beaucoup de messages. Moi aussi, je t'envoie beaucoup de messages. Et jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça fait 3 ans, c'est ça? Ouais, 3 ans déjà. 3 ans. Est-ce que Ok. tu peux nous parler de ton enfance, d'où tu viens? Bah, moi, je suis né au Congo. Je suis né au Congo en 1996. Et je suis arrivé en France en 2012. Je grandis dans un quartier à Melun. Je viens de Montaigu. Et voilà, c'était une vie banale, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as des diplômes ou... Diplôme, oui, j'ai eu le brevet, j'ai eu le bac, j'ai le diplôme. J'ai des diplômes, après, je sais pas si c'est des diplômes, mais Après, oui, ça reste des diplômes bien en sûr, soi. bien sûr. J'ai passé un peu de diplôme, j'ai eu le brevet, le bac. D'accord. Et maintenant, on va parler de l'entrepreneuriat. Mm. Comment ça naît la passion pour l'entrepreneuriat? La pension pour l'entrepreneuriat, je pense que c'est très très jeune. J'ai toujours eu cette vision, j'ai toujours voulu être libre. C'est la liberté, c'est à force, j'ai toujours cette vision d'avoir ma liberté et de décider de ce que j'allais faire plus tard. Et je pense que l'entrepreneuriat est arrivé en ce moment-là, je pense, très très jeune, dans la cour de récréation, toujours en train de vendre quelque chose, soit des jeans, des baskets que je commandais sur des sites. Et je pense que c'est là que ça commence, l'entrepreneuriat. Donc pour toi, en vérité, l'entrepreneuriat, c'est inné. Oui, c'est inné, très jeune. Ouais, je pense à l'âge de mes 12 ans, oui. 12 ans, 13 ans, je commençais à... En fait, il y a mon grand frère qui faisait des... Mon grand frère il faisait des commandes en Chine sur des sites. Et moi, je reprenais derrière les jeans, je les revendais à la récréation. Je revendais des bracelets, je revendais tout ce qu'il y avait avant, je vendais. D'accord. Et c'était déjà là, en fait, que ça commençait, cette envie Donc de... c'est né durant ton enfance, cette Durant mon passion à enfance. l'entrepreneuriat, ce Ouais. goût à l'entrepreneuriat, on va dire. Après, je me dis aussi, est-ce que c'est dû de mon père? Parce que mon père, quand j'étais petit aussi, je le voyais beaucoup vendre. Hmm. Il vendait des hauteurs de voitures, des véhicules. Il était toujours dans des business. Je voyais toujours faire du Mhm. sucre. J'ai toujours vu faire. Et je pense que c'est un truc que j'ai pris de mon père, je pense. Et c'est dire, ça a toujours été automatique. D'accord. Parce que moi aussi, en vérité, mon père aussi, tu vois, Ok, il cool. m'a donné l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que Ok, lui, il y a 30 ans, il faisait déjà du business dans mon pays d'origine. ok, cool. Et aujourd'hui, il en fait toujours, tu vois. Et je pense Ok. que c'est ça qui m'a donné envie de me lancer aussi, tu vois, et de Bah, faire moi, plein de c'est la choses. même chose, je pense. Je pense que c'est la même chose. Je pense qu'en le voyant, bah, je pense que sûrement, il y a un truc de nos parents qu'on prend toujours en nous. C'est ça. Et je pense que c'est ce côté-là que j'ai pris. Yes. Est-ce qu'on peut parler maintenant de musique? Qu'est-ce que Ok. tu fais dans la musique? Dans la musique, moi, je suis producteur. Producteur, en fait, des fois, il y a deux types de producteurs. Il y a des gens qui disent producteurs, c'est ceux qui font les prods, qui sont compositeurs, et il y Hmm. a les producteurs qui sont investisseurs. Moi, je suis producteur investisseur. J'ai investi sur des jeunes, donc je prends des jeunes, euh, je récupère des jeunes qui sont pas connus. Moi, j'investis avec mon argent jusqu'à qu'ils se font un nom. Je les aide à devenir des stars en investissant sur des clips, sur leur façon d'être, de s'habiller, etc., de changer leur image, de leur créer un nom. Je travaille sur toute la DA, etc., jusqu'à qu'ils deviennent des stars. Et je suis producteur et investisseur. D'accord. Mais c'est pas difficile ce métier? Parce que aussi, beaucoup de gens confondent, tu vois, producteurs. Ils confondent et ils font pas la différence. C'est pour ça que je voulais que tu nous expliques. De fou, de fou, de fou. Ouais, oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs casquettes. Il y a des fois même les managers qui se disent producteurs. C'est Des ça. gens on confond même le big manager au producteur. C'est deux choses différentes. Le manager, lui, il travaille pour l'artiste. Hmm. Il a 10%, 15% de ce que génère l'artiste, etc. Nous, producteurs, investisseurs, on est plus l'entrepreneur qui crée
qui va monter sa société. Et nous, on va signer l'artiste. Et l'artiste, on va le payer par mois, on va investir sur lui, etc. C'est vraiment deux facettes différentes, il faut faire la Donc différence. en vérité, le producteur en général qui investit, c'est lui qui signe les contrats, qui fait les Si, contrats. si, bien sûr, c'est nous, on bosse avec des avocats, on Hmm. a des avocats avec qui nous font les contrats, qui nous aident à faire les contrats, et c'est nous si tu veux, les dirigeants de la boîte, quoi. D'accord. Est-ce que tu as suivi une formation spécifique ou tu as eu peut-être un mentor qui t'a permis de devenir producteur? Non, pas du tout. Moi, la production, en vrai, c'est né en voulant aider les autres, je pense. Moi, c'est la production, c'est arrivé. J'ai pas eu de formation, pas du tout. Euh, la production, c'est arrivé parce que je rappais avec mes amis et je voyais que mes amis c'était plus fort. Moi, je faisais Mhm. un peu de mélo, je mettais l'autotune et je voyais qu'ils étaient plus forts. Donc, je me suis dit, faut que je sers à quelque chose. Donc, Mhm. je me suis dit, c'est moi, je vais prendre les réservations du studio. Bah, mais par contre, vouloir gérer ses amis, c'est pas évident. Parce qu'ils te prennent pas au sérieux. Je C'est prenais les sûr. réservations studio et les gens, ils venaient pas. Donc, Mhm. j'ai commencé à le faire avec des petits de mon quartier. J'ai dit, bah, je vais réserver pour les petits de mon quartier. Au moins, ils seront à l'air, vu qu'ils Mhm. vont m'écouter. Je réservais pour les petits de mon quartier, mais ils allaient pour s'amuser aussi. Jusqu'à qu'un jour, je suis tombé sur un artiste qui voulait vraiment faire. Et c'est là, je me suis. C'est là on a rassemblé nos forces et là, ça a donné quelque chose. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton artiste en question? Parce qu'aujourd'hui, sur TikTok, bon, moi, j'ai pas TikTok, mais je suis un peu branché. Mm. Et je sais qu'aujourd'hui, il est très connu sur TikTok. Est-ce que tu Aujourd'hui, peux nous parler de cet après, artiste? après, je sais pas, tu parles duquel, parce qu'aujourd'hui, on en a eu plusieurs. C'est vrai. J'en ai eu plusieurs que j'ai dû faire. Après, je sais pas lequel tu me parles Est-ce que tu exactement. peux nous parler de Yuka? Moi, je parle de Yuka, moi. Ok, Yuka, oui, Yuka, c'est un artiste que j'ai eu en 2020. J'ai eu il y a 4 5 ans, que j'ai dû tout développer de A à Z. On a pris, oui, on a récupéré Yuka. C'était vraiment les débuts. Il fallait créer son image, il fallait développer, et il fallait lui donner une direction artistique. Et je pense et c'est le travail qu'on a pu faire, on a apporté. D'ailleurs, il était à Game Over, parce que moi, j'y étais. Donc, oui, Et oui. très belle prestation, d'ailleurs, hein, Là, de il a ton artiste, retourné hein. avec le son qui tourne là, le son là, Ouais, pas qui mal, marche hein. très bien, qui est d'ailleurs rentré en radio, sur Énergie, etc. Et c'est cool. Ah, félicitations, hein. Merci, on travaille, ça fait partie du C'est ça. travail. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as mis en place une stratégie pour développer son image à Yuka? Ok, en fait, Yuka est Sensei. Exemple, moi, mon premier artiste à moi, c'était le Sensei. D'accord. Sensei, c'est un développement à part où on commence avec la chaîne YouTube. À cette époque, c'est l'époque du Love, un peu. On arrive juste après le Daju. Mhm. Daju après Rennes. Nous, on arrive en fin 2017. On sort des sons, on commence à se mettre à faire des sons Love. Et Sensei, on s'est joué sur l'effet de mettre le bandeau. Mhm. Sur YouTube, le bandeau nous a beaucoup apporté. L'effet que comment ça se fait un mec qui chante bien pour les femmes, il écrit des belles paroles et en plus il a un bandeau. Donc ça donne envie d'aller regarder. Mhm. Donc on a utilisé la technique YouTube, etc. Ça nous a apporté, on a fait beaucoup de millions de vues. Mais par contre, le développement de Yuka, ça n'a rien à voir parce que le développement de Yuka, en fait, Yuka, ça s'est fait en 2020. 2020, c'est l'arrivée de TikTok, Donc c'était etc. pas la même période en soi. C'est pas les mêmes périodes. Mhm. C'est 2017, à l'époque de Boleman, on avait aussi Boleman d'ailleurs. Et Yuka, lui, c'est 2020, 2021. Il y a l'arrivée de TikTok, il y a les influenceurs qui sont en place, etc. Donc, ce qu'on utilise comme technique, c'est que vu que Yuka il avait cette facilité de s'adapter. Mhm. Donc, on se dit, pourquoi pas de pousser sur les réseaux TikTok. On voyait que Mhm. TikTok, ça commençait à arriver. Mais en gros, on mettait plus de sons sur TikTok. Donc, Mhm. en fait, on a fait en sorte de faire un peu l'ami des influenceurs. Comme Mhm. ça, des influenceurs, ils partageaient tout le temps. On avait Mhm. des influenceurs qu'on payait souvent, des TikTokers, etc., qui partageaient tout le temps. Et ça créait une propagande autour de Yuka. Et c'est comme ça on a, c'est comme ça on a vraiment développé son image. D'accord, donc la stratégie principale, c'était les réseaux sociaux, Les au réseaux final. sociaux, oui, parce qu'on était vraiment dans l'ère des réseaux sociaux. Mhm. C'est ça. On était dans l'ère des réseaux sociaux. En fait, chaque artiste, il s'adapte selon son temps. Il y a des artistes qui sont avec Instagram, d'autres qui sont avec Facebook, et d'autres qui sont avec TikTok, etc. D'accord, j'avais une question. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'on n'entend plus certains artistes aujourd'hui? Euh, oui et non, parce que en vrai, oui et non, parce que si l'artiste n'a pas su comment il arrive à s'adapter avec la Mhm. nouvelle génération, c'est sûr, si tu restes bloqué,
c'est sûr, à un moment, on va plus t'entendre. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils écoutent ce qui se passe sur TikTok. Ah, il y a un son qui marche sur TikTok, donc je vais l'écouter, donc je vais le stream. Tu vois, donc la Mhm. vie, elle a changé. Mhm. C'est plus rapide, les gens sont Ouais, dans le c'est ça. speed. En fait, TikTok a rendu la vie très speed, en fait, très Très rapide. rapide, c'est Très ça. rapide. Ça veut dire tout va vite, en fait. Ça veut dire je pense qu'il faut s'adapter. C'est ça aussi nous les producteurs, on doit se renouveler, les artistes doivent se renouveler et s'adapter à où sont leurs publics. Moi, je pense aussi, c'est pour ça qu'un Booba, par exemple, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Pas. arrive aujourd'hui à se développer malgré Bien sûr. 7 ans d'années de carrière, tu Bien vois. sûr, un Booba, il se renouvelle toujours à l'heure du temps. Il arrive à se renouveler avec les featuring au bon moment, avec les, Mhm. avec les nouvelles jeunes de la nouvelle Même dans génération. la production aussi, La aujourd'hui. production, il produit les jeunes du moment. C'est vraiment un exemple, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de l'investissement financier et l'investissement en temps pour développer Yuka? En fait, il n'y a pas de temps, en fait. Il n'y a pas de... Je pourrais pas dire un prix fixe, mais en fait, c'est tout le temps. C'est de l'investissement, c'est du temps personnel, c'est physique, c'est Mhm. mental, c'est de l'investissement financier. Et bah, en fait, un artiste, tu peux mettre 1 million demain et après, ça perce pas. Mhm. Donc, il n'y a pas de limite, en fait. Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile, tu vois, d'être Hmm. producteur ou d'être manager. Non, très, très, non, je dirais pas, non, non, c'est pas facile. Même moi, aujourd'hui, avec pas mal des choses qui sont passées, qui sont plutôt cool, mais je dirais que c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile, même pour la vie de famille, etc. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu mets beaucoup de temps, t'es H24, il y a toujours des choses qui se passent. Des fois, vous êtes en tournée, des fois, vous faites des concerts, des showcases. C'est encore nous les showcases des producteurs, on n'est pas trop, nous c'est pas trop notre truc d'aller en showcase, mais il y a beaucoup de choses en fait, si tu passes beaucoup de temps, il y a beaucoup d'investissements financiers. Et tu n'es pas sûr du retour, en fait. C'est ça, parce que beaucoup pensent que c'est facile. Tu mets 1 million d'euros sur un artiste et il va péter, tu vois. Non, tu peux mettre 3 millions si tu veux. Si ça doit pas marcher, en fait, c'est le public qui décide. Si ça doit pas C'est marcher, ça. ça va pas marcher. L'argent ne veut rien dire. C'est ça qui est dommage. Alors qu'il y a des business, tu mets plus d'argent, plus tu marches. Mais ce business-là, c'est vraiment, tu peux mettre le maximum que tu veux. Si le truc, il parle pas aux gens, c'est le public qui décide à la fin. D'accord. Et aujourd'hui, à part Yuka, est-ce que tu as d'autres artistes? Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, on a Libro, qui est un rappeur qui se développe. Et j'ai aussi les 4X, qui sont de la nouvelle génération. C'est des jeunes de Moissy Kramaël, qui arrivent avec un groupe de trois. C'est un groupe de trois qui se développe plutôt bien. On est signé, on est signé chez le Warner. On est signé chez Warner. Et ça se passe bien. Et après, il y a Libro, qui est un rappeur qui est un peu dur, qui rappe un peu dur. Et lui, on est signé à Believe. Et lui, je suis sur mon troisième projet et ça se passe plutôt bien. D'accord. On se développe tranquillement. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence de développement de Libro et de Yuka? Je sais que c'est pas pareil, mais est-ce que tu peux nous expliquer? Bah, en fait, un Libro, on arrive plus. Vu que c'est un rappeur, je peux dire c'est plus simple. Ou les clips, ils sont moins, ils sont moins chers. Ils sont un peu plus moins chers. Plus moins cher. Il y a moins d'investissement niveau Mhm. clip parce que ça ne demande pas la même qualité sur un Yuka où il faut des modèles, Mhm. il faut une belle maison, il faut des belles voitures. Un clip, quand tu développes un rappeur strict, etc., il faut juste un bon endroit, deux, trois trucs sont cool et ça peut aller très vite. C'est-à-dire les clips ils reviennent largement, c'est plus rentable. Mais par contre, Libro, bah, lui, son développement, ça s'est fait plus avec les médias. Les médias, on a payé beaucoup de médias rap. Médias rap, beaucoup. Lui, il arrive à l'époque de la drill FR. L'époque où il a drillé Libro. En plus, lui, il a une voix qui porte. Donc, Mhm. il a été classé directement au rang de Ziak. Truc, il était comparé. Donc, tout ça, ça a aussi permis. Truc, toujours comparé. Libro, un tel, Libro, un tel. Ça veut dire, avec les médias, on a poussé. Et c'est là, il a réussi à se faire un petit nom dans le rap, quoi. D'accord. Il est aussi... Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu développes l'idée d'un clip? Est-ce que c'est toi qui développes le clip, enfin l'idée, ou c'est l'artiste tout seul qui développe son idée? En fait, l'idée d'un clip, ça vient déjà au son. Déjà, ça commence sur le son. Mhm. On écoute le son nous donne directement la DA.
Si c'est un son calme, c'est un son triste, si c'est un son straight ou c'est un son truc, ça nous donne la vision. Et des fois, les artistes, quand ils finissent d'enregistrer, quand ils finissent un son, des fois, ils ont déjà tout. Ils ont toute la vision sur le son. Moi, je me rappelle, exemple à Sensei, lui, il avait déjà tout. Tout le temps, il venait avec tout écrit sur la table. Les gars, faut juste payer, il faut juste produire. Et des fois où tu as des artistes où c'est autrement, il faut que tu travailles avec eux. Donc, Mhm. même si vous écoutez le son ensemble, on se donne des idées, on va faire une réunion avec la chef de projet, avec son manager, le directeur artistique. On se donne des idées, on essaie de trouver quelque chose plutôt cool. On se met sur une table, on trouve des idées cool et après on y va. Et après on écrit le synopsis ou sinon on contacte le réal. Des fois même on contacte le réal et le réal, on lui envoie le son et il nous propose une idée et nous D'accord. on se dit tous let's go et on y va. D'accord. Et est-ce que c'est aujourd'hui compliqué de promotionner des clips ou c'est pas compliqué en soi? Aujourd'hui les clips c'est... Je pense que les clips ça va disparaître petit à petit. Les gens veulent... Parce qu'aujourd'hui les clips ça coûte... Aujourd'hui ça coûte cher. Mhm. Ça coûte énormément les clips et les gens ils ont plus le temps d'aller regarder. En fait il y a trop d'artistes donc les gens ils vont plus... C'est plus leur priorité d'aller regarder qui a sorti le dernier clip, etc. Je pense que aujourd'hui, ce qui marche bien en ce moment, c'est les visualiseurs. Un petit truc avec un petit cadre en rapide. Visualiseur de 2-3 minutes. Et je pense que ça marche mieux aujourd'hui que des gros clips avec des gros investissements parce que on n'est plus dans on n'est plus dans la même période. Les gens, ils ont Mhm. pas le temps. C'est ça. Comme on a dit, on est dans le monde Non, c'est ça. rapide. Là, on est dans la période de... Les C'est gens comme une sont phrase que j'aime bien. C'est un entrepreneur, il a dit aujourd'hui, on est la génération micro-ondes, tu vois. On veut tout de suite. tout de Tu vois, on suite. veut pas attendre. C'est-à-dire, avant, tu faisais des beaux clips, tu te prenais la tête à faire des scénarios de fou. Les gens ils prenaient le temps de regarder, même de Mhm. capter les détails. Et là, tu vas faire un scénario de fou, tu vas faire moins de vues même. Si tu fais un clip de fou, parce que les gens, ils n'ont pas le temps. C'est ça. Visualiseur qui coûte moins cher et c'est plus rentable et on y va. Parce que moi, j'ai vu sur Instagram, tu as des gens, ils font même des petits clips hein, de 1 minute. Oui, c'est ça. Ils ont plus pris que des vidéos qui font de Bien sûr, bien 5 sûr, même bien sûr, des fois bien 10 sûr. minutes, tu Et vois. des fois même, tu peux faire un clip et tu découpes en plusieurs morceaux, tu mets sur les réseaux sociaux et C'est ça ça. prend plus. Et ça prend plus que si tu mets sur... Parce que moi, quand j'étais plus petit, je voyais des clips. Par exemple, tu vois, Mac Taylor, il Mhm. faisait des clips des fois de 10 minutes Ils se parce qu'il y avait prenaient la des, tête. Ouais. il y avait des Ouais, il y avait un scénarios, travail etc. de Tu fou. vois. Ils se Il y avait un prenaient la tête. travail. Mais Ouais. aujourd'hui, c'est plus la même Aujourd'hui chose. aussi. Aujourd'hui, en fait, nous, on veut bien se prendre la tête, mais avec le temps qu'on met, l'énergie qu'on met, et derrière la rentabilité qui nous Hmm. ramène. Exemple, moi, un producteur, aujourd'hui, quand tu me parles de clip, je suis plus en mode, ok, je vais écouter le son, voir, parce que le clip, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, etc. Et des fois, avec YouTube en ce moment, il fait pas trop de retour, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu penses qu'il faut aujourd'hui créer une plateforme spéciale pour des personnes qui font pas forcément de clips de 2 3 minutes, mais d'1 minute ou 2 minutes, tu vois? Oui, ça peut être une bonne idée. Mais après, les réseaux sociaux aussi, les réseaux sociaux, ils sont là pour ça déjà. Je Mhm. pense. Pour, parce que si tu peux mettre un truc d'une minute 30 sur Instagram, tu peux mettre un truc d'une minute 30 sur TikTok. En vrai, les réseaux sociaux, je pense qu'ils sont là pour ça. Après, oui, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Mhm. Maintenant, on va parler de l'édition. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Édition, bah, à côté, je suis éditeur. Édition, c'est une autre boîte. Bah, éditeur, moi, je défends les intérêts des compositeurs et des auteurs. Et j'aide j'aide à mettre en avant leur musique par des playlists, par des radios, par des festivals, etc. J'aide à faire vivre la musique de mes compositeurs et aussi mes auteurs et mes top liners. C'est-à-dire, c'est une boîte où j'ai signé des top liners, j'ai signé des beatmakers, c'est qui composent les prods, Mhm. etc. Et je développe ça depuis 2021. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quel son est sorti de ta maison d'édition? Bah, on a édité pas mal de sons. On a édité le son de Vroom Vroom de Moaka qui a fait disque diamant. Bah là, dernièrement, on a le Niska et Nino qui est un de mes compositeurs et un de mes top liners qui sont sur le son. Bah, le son, il a fait disque platine et on développe pas mal. Et sur le projet en commun, on a deux, trois sons quand même de Niska et Nino. Et après, on développe pas mal sur le projet de La Fouine. On est dessus. Sur le projet de Koba, on est dessus. D'accord. Et c'est où j'ai des compositeurs et je les place, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour monter une maison d'édition? Parce que beaucoup ne connaissent pas malheureusement. Une boîte d'édition, bah, il faut être,
Déjà, il faut être un admis de la SACEM. Donc, il faut faire les démarches. Faut que vous ayez des titres que vous avez édités sur les plateformes. Ensuite, il faut les envoyer. Il y a pas mal de démarches à faire. Là, tout de suite, ça prend du temps si je devais expliquer. Mais il faut être admis à la SACEM. Et déjà, ça prend du temps. Parce qu'ils demandent plusieurs preuves que vous avez déjà édité quelques titres qui sont déjà disponibles sur les plateformes, etc. Et après, les démarches. Et après, ils font leur vérification. Et ensuite, tu peux devenir éditeur. D'accord, je voulais savoir, est-ce que c'est plus facile d'être un éditeur ou producteur? Bah, je pense que c'est Selon plus toi. simple. Non, c'est plus simple d'être un éditeur parce qu'un éditeur, il n'y a pas beaucoup de coûts financiers. Hmm. Coûts financiers, il n'y en a pas beaucoup parce que tu récupères des compositeurs et tu fais plus marcher ton carnet d'adresses. Et grâce à ton carnet d'adresses, tu peux leur trouver des placements. Par exemple, un tel, il a une session, tu ramènes tes compos, tu appelles le manager d'un tel s'il a besoin d'une pro. Je pense que être un éditeur, bien sûr, c'est plus bénéfique, bien sûr. Un producteur, c'est beaucoup d'investissement et il n'y a pas de fin en fait, il n'y a pas de limite. Hmm. Il n'y a pas de limite, tant que tu peux investir, tu investis. Et un éditeur, je trouve que tu dois acheter du matériel. Un éditeur pour signer un beatmaker, c'est une petite avance, c'est un peu de matériel, et c'est parti quoi. Et un Et- beatmaker, il demande pas énormément de. Un compositeur, un top liner, il demande pas énormément d'investissement sur lui, sur son image, etc. hmm. Parce qu'ils sont plus dans l'ombre en vérité, c'est Oui, pour bah ça oui, aussi. ils sont dans l'ombre et créent la musique quoi. Donc le retour sur investissement, c'est plus simple en tant qu'éditeur que producteur. Bien sûr, j'ai des amis éditeurs qui gagnent très bien leur vie grâce à des placements. Mais Mais on les voit après, pas beaucoup, nous, les éditeurs, hein. oui, les éditeurs sont dans l'ombre, plus que les producteurs. Oui, ils Hmm. sont dans l'ombre, plus que les producteurs encore plus. Mais à chaque fois, dans tous les cas, quand ils ont fait le tour, bah, ils deviennent producteurs. Quand Hmm. ils ont signé plusieurs contrats, après, ils passent le cap d'être producteurs. À D'accord, mais toi, t'es finalité. passé de producteur à éditeur. Moi, j'ai toujours fait les deux, Ah, directement. d'accord. En fait, j'ai ouvert ma boîte de production en 2018. J'ai produit. Et 3 ans plus tard, dès que j'ai compris